Salut YouTube! Aujourd'hui, je vous propose une explication sur le décrochage scolaire par une éducatrice spécialisée. J'espère que cet épisode vous plaira et vous aidera surtout. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, je vous propose de le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Le décrochage scolaire, qu'est-ce que c'est ? Une interview de Linda Bali, éducatrice spécialisée enfants et famille. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Linda! Bonjour Sarah. Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, donc je suis Linda Bali, je suis actuellement éducatrice spécialisée libérale en soutien à la parentalité et plus précisément à l'intuition parentale, parce que je trouve que depuis quelques années, les parents sont noyés, broyés, compressés de conseils en tout genre, d'injonctions un petit peu à tout va, et que leur intuition, enfin cette capacité intellectuelle qui doit se développer quand on devient parent, n'est pas du tout mise en avant, ne peut pas s'ouvrir par rapport à tout ce que les parents entendent. Et donc l'intuition parentale, c'est une capacité, comme je dis, qui doit s'éclore. Et c'est pour ça que j'insiste sur ce terme-là dans le cadre de ma profession autour des parents. Donc avant d'être éducatrice spécialisée, donc j'ai obtenu mon diplôme d'état d'éducatrice spécialisée à l'Institut de travail social et j'ai exercé 15 ans en protection de l'enfance, donc au sein du service de l'aide à l'enfance, dans le cadre de prise en charge d'enfants en difficulté, que ce soit sur des accompagnements en placement, donc des enfants qui étaient retirés de leur famille et placés en institution, en foyer, que aussi dans des mesures, ce qu'on appelle des mesures administratives, où j'étais référente d'enfants à domicile auprès des parents. La particularité de travailler en protection de l'enfance, c'est qu'on est référent d'un enfant, d'une famille, et que donc on a à aller dans toutes les institutions où l'enfant ou le parent va, c'est-à-dire les hôpitaux, les centres pénitentiaires, toutes les structures au niveau du handicap, les centres médicaux psychologiques, les CMPP, les services de pédiatrie, etc. Et donc, c'est vraiment une polyvalence de structures dans lesquelles on a affaire pour accompagner les enfants et les parents. Et donc, ça, c'est vraiment la richesse de mon intervention en protection de l'enfance. Et ensuite, j'ai voulu centrer mon travail d'éducatrice de manière beaucoup plus individuelle, beaucoup plus singulière auprès de l'enfant et du parent, en accueillant des enfants à mon domicile, en les prenant en charge voilà, de manière plus individuelle. En tant qu'éducatrice spécialisée, on a à peu près 30 suivis à l'aide à l'enfance. En tant qu'accueillante familiale, on a un agrément entre 1 et 3 enfants. Et donc, voilà, je voulais vraiment orienter, je dirais, et recibler mon travail d'éducatrice qui est au plus près des enfants, au plus près des familles, en les accueillant, en les prenant en charge dans le cadre d'un projet d'accueil. Donc, je suis devenue famille d'accueil avec voilà, tous les entretiens, tous les protocoles pour obtenir l'agrément. J'ai obtenu mon agrément pour accueillir 3 enfants à mon domicile, donc dans un cadre privé. Et j'ai ensuite passé, dans le cadre d'une VAE, mon diplôme d'état d'assistante familiale. Donc, pendant 6 ans, j'ai accueilli des enfants confiés par le juge des enfants à mon domicile dans le cadre d'accueil éducatif, pédagogique, mais aussi psychologique, pour aider ces enfants qui se trouvaient dans des difficultés assez particulières. Et en parallèle, j'ai toujours gardé cette fonction d'éducatrice que j'ai voulu justement sublimer par rapport à toutes les analyses que j'ai pu faire de terrain, les manquements, les dysfonctionnements, les solutions qu'on ne trouve pas et qui sont nécessaires et vraiment indispensables dans le cadre vraiment de situations assez complexes. Et donc, j'ai créé ma petite société d'éducatrice spécialisée libérale sur 2 axes. Donc, pour le premier axe, c'était de continuer l'accueil d'enfants à mon domicile, mais à la journée, puisque j'ai pu repérer justement dans le cadre de l'éducation nationale des enfants qui étaient en difficulté scolaire, qui ne pouvaient pas rester en place toute une journée à l'école. Et donc, moi, je propose de les prendre en charge en demi-journée ou en journée complète dans le cadre d'activités, une fois de plus, éducatives, pédagogiques, en m'appuyant sur le théâtre, la cuisine et le théâtre d'expression. Donc ça, c'est mon volet instant accueillir, où j'accueille des enfants à mon domicile.
Et le deuxième volet, donc j'ai créé un soutien éducatif en ligne pour les parents qui s'appelle Famille Ligne, donc par téléphone, par visio ou aussi à domicile pour pouvoir accompagner les parents qui se trouvent dans des difficultés avec leurs enfants. Mmh. J'ai ensuite travaillé au sein d'un PRE, donc un projet de réussite éducative, où j'ai pu travailler vraiment très étroitement avec le thème d'aujourd'hui. Super. Bah alors merci beaucoup pour cette présentation et les explications. Comme ça au moins on sait déjà avec qui on va pouvoir parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui justement on va parler du décrochage scolaire. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est exactement s'il vous plaît? Alors, en effet, donc j'ai travaillé pendant 4 ans en tout, donc dans un service alors on les appelle les PRE ou les DRE, les programmes de réussite éducative, qui sont des programmes, des projets en lien avec la politique de la ville. Dans chaque municipalité, on trouve maintenant un PRE. Et les PRE, ils interviennent justement très étroitement avec l'éducation nationale qui repère des enfants qui sont en difficulté à l'école pour des raisons différentes qu'on va venir exploiter aujourd'hui. Et pour expliquer qu'est-ce que c'est que le décrochage scolaire, je vais m'appuyer sur le terme de s'accrocher. S'accrocher, c'est se retenir à. L'enfant passe le plus clair de son temps à l'école. Donc, avant tout, peut-être, quand on parle du décrochage scolaire, on parle quand même du décrochage scolaire pour les adolescents, les préadolescents ou les adolescents. Donc, on est plutôt dans une configuration de collège. Mm. Donc, l'enfant, enfin le collégien, l'adolescent, passe le plus clair de son temps au collège. Alors, il aime l'école ou il n'aime pas l'école. En tout cas, c'est quelque chose qui fait partie de son quotidien et qui fait partie de son avenir par rapport aux connaissances qu'il va apprendre tous les jours dans les apprentissages de différentes matières. Donc, en fait, s'accrocher, c'est faire preuve de persévérance, c'est faire preuve de ténacité, c'est faire preuve de présence, d'attention. Et le décrochage, justement, hein, je parlais du terme d'accroche, le décrochage, c'est quand l'enfant va en fait décrocher complètement de cette attention, de ses intentions d'apprendre, d'aller à l'école. Et c'est en ça, on va parler en fait de décrochage scolaire, c'est-à-dire dans l'attitude de l'enfant, il va y avoir un moment, pour des raisons aussi qu'on va exploiter, où l'enfant va complètement décrocher. Alors décrocher, c'est plutôt dans l'attitude du collégien, c'est-à-dire, ça va pas être spécialement par exemple, dans l'absentéisme ou dans le retard, parce que pour l'enfant, c'est important quand même de venir à l'école, puisqu'il a ses amis, il a un rythme, il n'aime pas être seul, hein, l'adolescent, le préadolescent n'aime pas être seul, mais ça va être plutôt dans tout ce qui est devoir, rendu de copie, dans les contrôles où on va avoir un devoir, un rendu complètement vide, un enfant qui est plus du tout attentif à ce qui se passe en cours, qui est plus dans la participation, qui décroche. Voilà, c'est vraiment le terme, quoi, hein, comme un cadre qui est posé sur un mur qui est tenu, et ben il se décroche, donc il tombe. Et bien évidemment, plus il y a de la prévention en amont, plus il est évalué ou en tout cas on peut constater ce décrochage tôt et plus les risques et les conséquences sont moindres. Mm. Est-ce que du coup vous pouvez nous expliquer un petit peu le processus qui amène un élève à se retrouver dans cette situation, même si du coup on a un petit peu compris comment, enfin, à quoi ressemblait un décrochage scolaire, mais si j'ai bien compris, c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, c'est vraiment un processus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, s'il vous plaît? Donc tout à fait, Sarah. Comme vous l'avez dit, en effet, c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Ça prend du temps, ça prend de l'ampleur aussi, ça prend des proportions. Tout dépend à quel moment, en effet, cet enfant est évalué ou en tout cas repéré. Alors, les raisons du décrochage scolaire, pour moi et par rapport à mon expérience auprès d'enfants et des familles, de ce que j'ai pu voir, hein, les raisons, elles sont externes et internes à la scolarité. C'est-à-dire qu'elles peuvent être bien évidemment à l'extérieur, dans le contexte familial, social, sportif, culturel, amical, mais elles peuvent être aussi internes à l'école. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup en ce moment d'harcèlement scolaire, qui est quand même un fléau très important, très grave et très dangereux en effet, surtout pour les enfants qui rentrent en sixième, en cinquième, même si après, bien évidemment, hein, hélas, ça touche aussi des enfants de quatrième, troisième et même au lycée. Donc ça, c'est une des raisons, en tout cas interne à l'école, où l'enfant va avoir subi, avoir été victime de paroles, de moqueries, de tout, hein, que ce soit son physique, hélas, voilà,
ses vêtements, ça peut être la religion, ça peut être simplement le fait qu'il a des nouvelles lunettes et que tout le monde se moque de lui. Enfin, voilà, c'est quelque chose en tout cas par rapport à l'enfant qui va venir le toucher, qui va venir l'attrister, qui va venir le rendre différent, hélas, des autres enfants et qui va mal vivre, mal sentir. Et du coup, il va mal se sentir en classe. Comme je le disais tout à l'heure, Mmh. il passe le plus clair de son temps au collège. Il a été moqué par ses camarades de classe. Donc, quand il va rentrer en classe, il va mal se sentir. Donc, pas envie d'écouter, pas envie de travailler, pas envie de montrer que je participe. Parce que maintenant, si je lève le doigt, est-ce que les copains ils vont pas encore me dire quelque chose? Donc, il y a tout ce processus, en effet, interne à l'enfant qui vont l'empêcher d'être dans les apprentissages, d'être dans sa concentration et dans tout ce qu'il doit apprendre la journée. Les plus grosses quand même raisons aussi du décrochage scolaire sont liées à des événements extérieurs, à un contexte familial, à des événements familiaux qui sont traumatisants, inquiétants pour l'enfant. Une séparation, de la violence dans la famille, un déménagement aussi, parfois ça peut venir brusquer un enfant, la maladie d'un parent, le décès d'un proche. L'enfant, voilà, a quand même, dans son âge de préadolescence, adolescence, c'est des événements qu'il va vivre d'une façon différente de l'adulte, qui vont venir le toucher, qui vont venir le questionner, qui vont venir le peiner, et qui fait que toute cette intellectuelle qui doit mettre au service de ses apprentissages à la journée, il n'y a plus de place. Voilà, c'est tout simplement, en fait, si on pouvait peut-être le résumer comme ça, c'est que le décrochage scolaire, c'est à partir du moment où psychologiquement, intellectuellement, l'enfant n'a plus la place pour apprendre, pour emmagasiner en fait toutes les informations. Mmh. Donc l'enfant, il a besoin de réfléchir, de raisonner, de penser, de produire, de s'exercer. Et si un gamin qui vit de la maltraitance à la maison, qui vit un harcèlement, qui a vécu un événement compliqué, voilà, je vais peut-être pas tous les dire, mais en tout cas un événement compliqué et traumatisant, et ben toutes ces facultés cognitives en fait ne sont plus, il ne peut plus les compter dessus, s'appuyer dessus pour pouvoir être complètement libre et attentif en classe. D'accord. Et alors, qui peut être touché par le décrochage scolaire? Est-ce que ça peut toucher tout le monde ou pas vraiment? Il y en a peut-être qui sont plus prédisposés à décrocher? Alors, en effet, je pense, ma réponse sera plus tournée sur le fait que tout enfant, hélas, en effet, peut être touché par le décrochage scolaire. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tous, enfants, adultes, alors l'enfant, c'est en construction, mais on a tous ce qu'on appelle des facteurs de vulnérabilité. Face à un événement, on est tous différents sur la manière dont on va le vivre, le ressentir, l'exprimer. Donc, un enfant qui va vivre une même situation, enfin deux enfants qui vont vivre une même situation ne vont pas du tout le vivre de la même manière. Il y a un enfant qui va vivre une situation qui va au contraire s'accrocher à l'école, qui va vraiment même voilà, se concentrer complètement, faire des devoirs supplémentaires, comme trouver en fait un appui, une façon d'occuper son esprit face à l'événement. Et puis d'autres enfants qui vont complètement en effet décrocher. Donc les facteurs de vulnérabilité sont un élément quand même très important par rapport à la construction de l'enfant, à sa maturité, à son intelligence, hein. Alors, je parle vraiment enfin, de l'intelligence à comprendre. Tous les enfants sont intelligents pour moi, à des stades et des degrés différents. Mais il va falloir prendre en compte tout ça, en effet, pour nous permettre de voir comment l'enfant vit l'événement. Est-ce qu'il a conscience justement du décrochage scolaire? Qu'est-ce qu'il en pense? Et comment, en effet, l'accompagner à remettre le pied à l'étrier, si je peux le dire ainsi. Il y a des enfants qui vivent quand même, enfin moi dans les 4 ans où j'ai travaillé au sein du programme de réussite éducative, il y a quand même des enfants qui ont des conditions de travail à la maison qui sont très difficiles, hein, qui n'ont pas de bureau, qui n'ont pas de quoi se concentrer, un espace pour apprendre une poésie par exemple. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Alors attention,
Je ne dis pas qu'un enfant, hein, qui a des conditions différentes ou difficiles de travail à la maison va forcément être en décrochage scolaire. Pas du tout. C'est un ensemble d'éléments, d'événements qui va amener, hein, de manière progressive, en effet, à décrocher. Alors, en effet, un enfant qui a des conditions difficiles pour apprendre, un enfant qui a aussi parfois des difficultés précoces d'apprentissage scolaire, hein, qui ne sont pas repérées et qui du coup, ben, il va passer de classe en classe et en cinquième, par exemple, on va dire, ah ben là, il décroche complètement, alors qu'il y avait déjà des difficultés au préalable qui n'ont pas été prises en compte et surtout prises en charge. Donc, voilà, j'aimerais dire qu'en effet, tout enfant peut être touché par le décrochage scolaire et tout dépend après en effet de son contexte d'environnement familial, social et aussi scolaire, hein. C'est-à-dire que le collège, c'est quand même un âge où on est dans une relation, où on a besoin d'une forme de relation un peu affective encore avec son professeur et que en effet, parfois, une remarque, une humiliation aussi, hein. Enfin voilà, il faut dire ce qu'il y a. Il y a parfois des enfants aussi qui peuvent vivre des humiliations, ou en tout cas, ils le ressentent comme ça par rapport à un professeur, et ben, va être amené en effet à mal se sentir et du coup à ne plus avoir d'intérêt aussi fort pour sa scolarité. D'accord. Et alors, si justement notre ado commence à avoir des difficultés scolaires, que doit-on faire et vers qui on peut se tourner? Alors, par rapport à un adolescent qui a des difficultés scolaires, je dirais qu'il va être repéré obligatoirement par deux institutions, c'est-à-dire l'école, donc l'éducation nationale, ou la famille, hein, que je considère comme une institution. Si en effet, en tant que parent, l'enfant, l'adolescent va donner des petites alertes. Et c'est là où le parent doit être attentif et à l'écoute des alertes que va donner l'adolescent. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, dans tous les suivis que j'ai eus, l'enfant est quand même conscient que ça va pas, qu'il décroche, qu'il a plus envie d'aller à l'école, qu'il a plus envie de travailler parce que maman et papa se séparent, parce que bah, j'ai vécu quelque chose de compliqué, voilà, des enfants qui ont été harcelés, des enfants qui vivent des attouchements sexuels, des choses qui sont vraiment anormales. Donc tout ça, l'enfant le sait et il sait très bien qu'au niveau scolaire, ça va pas, qu'au niveau scolaire, il a des mauvaises notes, etc. Donc il va venir alerter. Et tout dépend de l'écoute que va avoir l'adulte en face de lui. Alors l'écoute, c'est pas simplement il y a souvent des parents qui me disent: «Bah oui, mais il me l'a pas dit». «Bah oui, mais tu m'as rien dit, pourquoi tu m'as rien dit?» L'enfant dit. Alors il dit avec sa manière, hein. C'est-à-dire qu'il va le dire, il peut le dire corporellement, il peut le dire, bah, en voyant les notes. D'ailleurs, très souvent, l'enfant peut répondre, «Bah si, je t'ai souvent montré mon cahier de correspondance, mais à chaque fois tu me disais que tu avais pas le temps». «Bah si, tu sais bien, ma prof principale, elle avait demandé à te recevoir et puis tu avais une réunion ce jour-là». Donc ça, c'est extrêmement pertinent et c'est à côté de ces petites choses-là, en fait, souvent que les parents, passent à côté de ces choses-là. Alors après, bien évidemment, hein, chacun a ses raisons, mais il y a, ce qu'on appelle des indicateurs, en fait, en amont qui, préviennent, en fait, ce décrochage-là. Voilà. Donc si on passe à côté de tout ça, en effet, ça va, engager, vraiment en profondeur le décrochage scolaire. Alors par rapport à la question, quand notre ado a des difficultés scolaires, que faire et vers qui se tourner? Je pense que pour avoir les bonnes réponses, il faut se poser les bonnes questions. C'est-à-dire, de quelles difficultés scolaires s'agit-il? Est-ce qu'on est sur de l'absentéisme important? Ce que j'appelle l'absentéisme important, c'est un enfant qui ne va, par exemple, qu'une demi-matinée sur une semaine au collège. Donc là, en effet, on est dans un absentéisme très fort. Est-ce qu'on est sur des problèmes de retard? Est-ce qu'on est sur des problèmes de comportement, d'attitude en cours? Est-ce que c'est simplement avec un professeur, avec l'ensemble des professeurs? Est-ce qu'on est sur des difficultés de concentration, d'apprentissage, de devoirs à la maison, de rapport aux matières, de rapport aux professeurs? Voilà. Donc il faut. Alors quand je le dis, on pourrait avoir l'impression, ah bah oui, mais c'est trop long, puis moi j'ai pas le temps de faire ça, et puis comment on peut le constater? Mais une fois de plus, c'est un panel, hein, un petit panel de couleurs, et après chacun vient y piocher ce qu'il a envie. C'est aussi de savoir depuis quand. Depuis quand on a constaté, ou l'établissement scolaire a constaté ce décrochage scolaire. Qui vous en a parlé?
comment on s'en est aperçu. Voilà, parce qu'il faut toujours partir quand même de la base, de la racine. Il y a toujours un événement ou quelque chose qui a déclenché en fait ce décrochage. Alors ensuite sur vers qui se tourner, ben, moi, ce que j'aimerais dire, c'est les parents. Hein, voilà. Enfin, moi je travaille et je bataille pour mettre en avant les parents dans l'éducation de leurs enfants. Donc, la première chose, c'est de se tourner vers soi, c'est-à-dire d'oser aussi se poser la question en tant que parent, est-ce que j'ai été à l'écoute? Est-ce que j'ai été disponible? Est-ce que je le suis? Est-ce que je ne le suis pas? Mais pas dans une forme de culpabilité. On est parent, on doit partir le matin pour aller travailler, on doit assurer voilà, le budget, le salaire, les activités, etc. Donc, pas dans une forme de culpabilité. Mais en tout cas, ça va permettre de se dire, ah ben, en effet, là, je suis très prise par mon travail en ce moment parce que je suis sur un projet ou je suis sur une mutation ou autre. Mais là, en fait, ma fille, mon fils est en train de me dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et surtout, enfin là où je devrais insister, c'est le fait de prendre le temps de réfléchir un petit peu à tout ce qui vient comme réponse aux parents. Donc la première personne, en effet, c'est de se tourner vers le parent. Et puis ensuite, ou en parallèle même, je dirais, auprès de l'équipe éducative, de l'équipe enseignante, votre enfant a un professeur principal qui doit être au courant de tout le cheminement, tout le parcours, de tout ce qui se passe pour votre enfant. Vous pouvez très bien, s'il n'a pas le temps sur le moment, lui dire, ben voilà, j'aimerais vous rencontrer dans une semaine, est-ce que je pourrais avoir un rendez-vous? Et puis surtout, lui, ça va lui permettre de prendre le temps d'aller sonder tous les professeurs, etc. Vous avez aussi le CPE qui doit être informé aussi du parcours de votre enfant. Et puis, en fonction de la difficulté, de ce qui est peut-être envisageable, vous avez tout le secteur psycho-éducatif, je dirais, au niveau de l'école, donc du collège, que ce soit la psychologue, l'assistante sociale, l'infirmière, pour essayer de comprendre en effet le comportement de l'enfant ou en tout cas ce décrochage scolaire. Et peut-être, dernière chose, bien évidemment, peut-être que vous l'avez compris dans un petit peu ce que je viens de vous exposer, la personne vers qui se tourner, c'est quand même l'enfant, le collégien. C'est lui qui a les réponses, mais vraiment, hein, parce que même si ça met du temps, et si au début, ben, on sait le comportement des adolescents, ils vont vous dire mais je sais pas, mais non, tout va bien, etc. C'est de prendre le temps avec l'adolescent, avec votre enfant, de comprendre qu'est-ce qui se passe. Voilà. Ben, merci beaucoup. Alors justement, on arrive à une question importante pour les parents. Est-ce que vous avez des astuces justement à donner aux parents pour éviter le décrochage scolaire et peut-être essayer justement de communiquer avec cet ado qui pourrait être un peu récalcitrant au début? Alors écoutez, vous avez fait ma réponse, je crois, Sarah. Vous avez parlé du terme communiquer. Et c'est extrêmement important. En effet, communiquer avec son enfant, apprendre à communiquer avec son enfant. Très souvent, et je parlais justement dans mon introduction que je trouve que les parents depuis quelques années ne sont pas du tout aidés dans il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut pas faire comme ci, etc. Qu'est-ce que c'est communiquer en fait? Communiquer, on pense que ça passe uniquement par la parole. Et il y a des parents, voilà, quand on va leur dire: «Mais il faut communiquer, il faut parler avec votre enfant», ils vont nous dire: «Mais oui, mais je le fais tous les jours quand il rentre, ou tous les samedis, on a un temps ensemble ou tout» et cetera et cetera. Communiquer, c'est pas simplement par la parole. Voilà, vous avez votre rôle en fait en tant que parent d'encadrer la scolarité de votre enfant, en tout cas, maternelle, primaire, collège. Voilà, c'est dans votre fonction, c'est dans votre rôle, faut être là, de la manière dont vous pouvez être là. Donc communiquer avec l'enfant, c'est aller chercher comment ça se passe à l'école, quelles sont ses difficultés. Donc là, on parle bien à partir du moment où il y a du décrochage scolaire. Hein. Donc communiquer, c'est aller chercher, aller voir avec lui comment il fait ses devoirs, aller prendre en fait plein de petits éléments qui vont vous permettre de connaître non pas votre enfant, mais le collégien ou la collégienne qu'il est en fait. Parce que le parent, il part le matin, l'enfant, il part le matin, chacun va faire ce qu'il a à faire, le parent en activité professionnelle et l'enfant au collège. Et dans la tête d'un parent, bien évidemment, l'enfant va au collège, la journée se passe très bien, il rentre le soir et voilà. Mais il se passe énormément de choses quand même dans une journée scolaire au collège par rapport à votre enfant. Et c'est en ça où je dis qu'on ne connaît jamais assez ou suffisamment son enfant dans la posture d'élèves, de collégiens. Voilà, si on ne va pas chercher, si on ne va pas essayer de comprendre, d'observer, on ne connaît pas spécialement son enfant. Donc, communiquer, c'est simplement à un moment donné peut-être venir s'asseoir quand il est en train de faire un devoir. C'est une manière de communiquer parce que communiquer, c'est être là.
être à côté sans bien évidemment s'immiscer dans son devoir ou autre, mais ça va vous permettre de voir comment il se concentre, comment il se déconcentre, comment il produit, etc. Enfin, et y compris après de pouvoir aussi apporter des éléments que n'ont pas forcément les enseignants dans le cadre de qui est l'enfant à la maison. Très Ouais. souvent, dans les réunions, quand les parents sont convoqués ou invités à un entretien, le professeur demande souvent comment il travaille à la maison. Et les parents vont dire bah oui, oui, il travaille, hein. Mais comment il travaille? Voilà, Mmh. comment il travaille? Est-ce que, enfin, voilà, c'est tout plein de choses qui sont importantes à savoir. Alors, au niveau des conseils, donc je parle de communiquer, j'aimerais rajouter peut-être trois autres mots donc, qui sont en lien communiquer, écouter, parler, observer. Voilà. Tout ça, il faut que dans l'esprit d'un parent, ce soit toujours présent, communiquer, observer, parler et écouter. Voilà. Écouter, c'est pas simplement être dans un échange de paroles. On peut écouter et se taire. Et dans cet âge-là, par rapport, voilà, à mon expérience, je trouve que, les adolescents ne sont pas assez écoutés. Ils ont besoin de parler, mais très souvent, le parent va venir répondre, va venir entamer, en fait, un discours, une discussion. Mais parfois, vraiment, enfin, je vous conseille juste d'écouter votre adolescent. Et un adolescent qui va dire, par exemple, alors je vais être un peu grossière, mais il faut que je parle de la manière dont parlent les adolescents. Oh, ma prof d'histoire, elle me fait chier aujourd'hui, elle m'a mis au fond de la classe. Alors on va dire, bah, pourquoi t'as mis au fond de la classe? Peut-être parce que c'est toi qui, peut-être, etc. De laisser, en fait. Votre enfant, là, il est en train de vous donner un message, quelque chose qui ne lui a pas plu, quelque chose qui a été compliqué pour lui, ou en tout cas, quelque chose qui s'est passé forcément et qu'il est en train de vous transmettre et de le reprendre plus tard. Voilà. Et toutes ces petites phrases qui passent inaperçues parce que les parents sont dans un quotidien, dans une, voilà, dans une rapidité, dans une vitesse. Enfin voilà, il faut tout gérer. On rentre le soir, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Et puis hop, l'enfant dit une phrase, mais en fait, pour moi, il balance une phrase. Voilà, je me permets de le dire comme ça parce que c'est un message très fort qui induit le malaise ou le mal-être de l'enfant. Donc, être à l'écoute de son enfant, c'est vraiment important. Être à l'écoute aussi de la manière dont il se réveille. Parfois, on dit oui, oh là là, le matin, il met du temps à se lever. Mais c'est pas rien. Un adolescent qui doit aller en cours, met du temps à se lever, certains jours aussi. Voilà. Pourquoi, par exemple, le mardi matin, quand il a 2 heures de physique et 2 heures de maths et qu'il n'est pas du tout scientifique, par exemple, il va toujours être en retard. Voilà. Alors c'est pas de lui dire, enfin voilà, c'est tout ça pour moi, c'est enfin une fois de plus, hein, c'est dans l'expérience que j'ai eue et dans toutes ces observations qu'on a pu venir après aller chercher, aller tisser pour nous permettre de comprendre en effet la difficulté de l'enfant, que se trouvent les réponses. Bah, c'est super, merci beaucoup pour toutes ces astuces et ces conseils. Je trouve que c'est assez intéressant d'avoir ajouté l'observation, parce que c'est vrai qu'effectivement, quand on dit communiquer, souvent on pense plutôt à la parole et à l'écoute, mais pas forcément à l'observation. Et c'est vrai que du coup, ça peut être un processus qui se fait sur plusieurs jours, plusieurs semaines, et du coup, c'est peut-être un peu moins frustrant de se dire on a loupé le moment où il a bien voulu nous parler. Donc du coup, on peut se rattraper même si on a loupé ce moment-là. Bah, le fait d'avoir observé sur plusieurs jours, peut-être que du coup on aura remarqué ce qu'il a essayé de nous dire et qu'on n'avait peut-être pas écouté au bon moment. Du coup, on arrive à la question pour les auditeurs. Avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Alors justement, je rebondirais sur, votre notion, de temps. Voilà, peut-être qu'il faut se donner plus de temps, s'accorder du temps, ne pas être dans l'urgence, ne pas être dans ce que j'appelle le forcing par rapport, aux enfants. Parce que, la scolarité, c'est quand même, une fois de plus, quoi, le quotidien de l'adolescent et il y a des choses qui sont difficiles pour l'adolescent, qui ne va pas pouvoir exprimer ou qui ne va pas vouloir exprimer, mais c'est pas grave, c'est parce qu'il va pouvoir les gérer. Mais il y a d'autres choses qui sont quand même, c'est un âge particulier. Alors moi, j'aime pas trop employer ce terme de crise d'adolescence parce que ben, ça fait quand même peur, hein, enfin le mot crise, voilà. Et puis je trouve que les jeunes ne sont plus spécialement en crise enfin, de l'adolescence, mais ils sont dans une étape. Voilà, c'est en fait une étape d'évolution par rapport à leur âge, par rapport à tout ce qui se passe pour eux.
et prendre le temps de comprendre l'enfant, de voir ce qui se passe, et ben, ça va permettre, par exemple, de répondre efficacement à son enfant qui va pouvoir nous dire j'ai pas envie d'aller à l'école ce matin. La première réaction d'un parent, c'est non, mais voilà, comment ça, tu te lèves, tu vas à l'école, etc., etc. Alors que, est-ce que c'est si grave que ça? Voilà, on a pu voir par rapport à toutes ces périodes-là de confinement, ces manières, d'adapter la scolarité, de faire cours différemment. On a pu voir que l'école peut se faire, quand même différemment, que, ils sont très intelligents, entre eux, ils sont très futés pour attraper les cours et cetera et cetera. Donc de se poser la question: «Est-ce que c'est si grave qu'ils n'aillent pas à l'école aujourd'hui?» Et est-ce que je vais pas apporter de la gravité, en fait, au malaise ou au mal-être qu'il est en train de me signifier en me disant qu'il n'a pas envie d'aller à l'école aujourd'hui? Parce qu'un enfant qui n'a pas envie d'aller à l'école, alors on va laisser de côté, hein, ce que disent, voilà, la plupart, c'est parce qu'il est feignant et cetera et cetera. Il faut pas oublier quand même que l'école, c'est le lieu de socialisation, c'est le lieu en fait où il y a ça enfin l'amitié, hein, tous les liens, sociaux avec, les copains, les copines, les amis, les amoureuses, les amoureux et qu'en général, enfin l'adolescent, il préfère aller à l'école que rester à la maison. Donc à partir du moment où l'adolescent vous dit qu'il a pas envie d'aller à l'école ou qu'il est en retard, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut aller chercher, qui est pas spécialement grave, hein, Mmh. je ne veux pas inquiéter le parent, mais qui alerte sur un message. Une fois de plus, peut-être, voilà, quand vous parlez de message, si j'ai un message à donner aux parents, d'être attentif aux messages de vos enfants, voilà, qui doivent vous alerter d'une manière ou d'une autre et vient en effet le temps, prendre le temps de. Donc de se poser la question, en effet: «Est-ce que c'est grave si mon enfant, rate l'école aujourd'hui?» Voilà, de se poser cette 1re question et en fait, ça va, de lui accorder, ce besoin, parce que là, il est en train de vous exprimer un besoin: «J'ai besoin de rester à la maison aujourd'hui». C'est aussi lui éviter peut-être d'aller à l'école dans une attitude où il n'est pas bien et là, de se faire remarquer, de se faire repérer, de se faire exclure et puis tout ce qui va derrière. Parce que si vous, en tant que parent, vous n'avez pas entendu son message, il va aller le répéter à un autre adulte au collège qui ne va pas être dans les mêmes disponibilités que vous et qui ne va pas être, à l'écoute, en fait, de ce message et qui va dire: «Bon, tu as pas envie de travailler? Bah, tu prends la porte». Donc du coup, votre enfant, voilà, va se faire exclure. Enfin, après, il y a bien évidemment, hein, des normes et cetera au niveau de l'éducation nationale. Mais peut-être de privilégier, en effet, cette bulle familiale où votre enfant vous dit quelque chose, c'est à vous de vous en occuper et de voilà, de permettre de différer cette journée-là, hein. Les parents sont là justement pour justifier les absences, les retards, donc c'est des choses qui peuvent se justifier et bien évidemment en indiquant à l'enfant: «Eh ben écoute, en effet, je vois que tu as pas envie d'aller à l'école, il y a peut-être quelque chose qui se passe pas bien. Là, tu vois, je dois partir au travail, mais on va en reparler» et de le dire vraiment, en regardant l'enfant et quand je parlais tout à l'heure d'observer de cette posture, c'est aussi votre posture en tant que parent. Ça va être différent, une maman ou un papa qui va dire, «Bon, tu veux pas aller à l'école? Écoute, eh ben, reste ici et puis on verra ce soir», qu'un parent qui va dire: «Ce que je viens de vous dire, voilà, je vois bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Là, tu sais bien que je dois partir au travail. Par contre, voilà, ça me questionne. Donc je te rappelle tout à l'heure et puis on en reparle. Repose-toi bien». Voilà, quelque chose où l'enfant, bah, du coup, Il y a pas de stress. il y a pas de stress et surtout, mon parent me considère. Mon parent a entendu mon message, mon besoin. Donc je dirais que c'est même peut-être parfois 10 à 20 de la solution par rapport à son problème. Mmh. Comme je vous disais, hein, l'adolescent, il a besoin d'être écouté, reconnu. Donc là, il est écouté et reconnu par son parent. Pour l'enfant, c'est un début de reconnaissance, voilà, de son mal-être ou de ce qui se passe. Donc le message, en effet, c'est peut-être de réfléchir, de remettre en question parfois, voilà, votre rapport en tant que parent, à l'école, mais surtout les besoins de votre enfant. Si c'est pas vous qui écoutez, qui entendez, qui repérez le malaise ou le mal-être de votre enfant, voilà, un autre adulte, ça va être différent et ça va pas être pris en compte de la même manière. Merci beaucoup en tout cas pour ce très beau message. Alors pour finir, comment pouvons-nous vous contacter et est-ce que vous êtes présente sur les réseaux?
Oui, alors moi je suis présente sur, Instagram sous le nom donc de Familigne, F-A-M-I-L-I-G-N-E. Donc, c'est, le pro enfin le l'action, hein, que j'ai mise en place d'écoute téléphonique pour les parents et donc c'est pour ça qu'il y a le mot famille et ligne pour avoir les parents, en ligne. Donc je suis aussi sur, LinkedIn. Donc là, c'est, mon nom, et mon prénom. Donc LinkedIn, c'est Linda Bali et après donc j'ai un site en effet, www.familigne.com où, il y a, le descriptif à la fois de mon parcours, professionnel, les services, et les outils que je peux, apporter aux parents. La manière de me contacter, vous avez d'ailleurs directement sur le site, internet, le petit icône téléphone où vous appuyez dessus et vous avez mon numéro, vous pouvez me contacter et aussi, mon adresse, mail. Super, bah dans tous les cas, je mettrai tous les liens en description, comme ça sera très facile de pouvoir vous retrouver. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. J'espère vraiment que cet épisode pourra aider les parents qui en ont besoin et pour les autres de découvrir peut-être des astuces à mettre en place chez eux. Merci à vous de votre confiance, Sarah. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!